La politique avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en direct et en studio comme tous les mardis. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive qui paraîtra demain avec notamment une sur la campagne présidentielle et l'élection présidentielle américaine. Gros plan cet après-midi avec nous Alexis sur François Hollande. Hier, la presse soulignait que le député de Corrèze n'avait voté qu'une seule fois depuis le début de la nouvelle législature. C'était lors de la motion de censure déposée par le nouveau Front Populaire. Alexis, dans ces circonstances, quel rôle cherche à jouer l'ancien président de la République? Alors d'abord, votre pitch est parfait, mais quand même une toute petite précision. Oui. Il ne s'agit pas de l'ensemble de la presse. Il s'agit, on va dire, de la presse, et c'est pas un gros mot, de la presse de droite. C'est-à-dire, notamment le Figaro. Voilà, mais aussi le groupe Bolloré, dans ses différentes déclinaisons, y compris Europe 1, etc. Évidemment, Cyril Hanouna, qui est un peu l'arbitre des élégances politiques dans la droite française d'aujourd'hui. Donc, il s'agit vraisemblablement quand même, d'une opération consistant à challenger politiquement l'ancien président de la République et nouveau député, nouveau Front Populaire de la Corrèze. Je vais analyser, évidemment, c'est très intéressant. Est-ce que la fonction de député, aujourd'hui, Steve, dans une assemblée morcelée, mais qui en même temps a un petit peu le mot de la fin sur l'orientation générale de la politique française, se limite, se borne à voter? Oui, à appuyer sur le bouton. Ça semble malgré tout une condition indispensable de l'exercice de cette fonction, Alexis. Indispensable, mais non suffisante. C'est-à-dire qu'effectivement, cette fonction est loin de se réduire à cela. D'abord, on peut dire que historiquement, le député, c'était vrai dans une république parlementaire comme la Troisième République, on va y venir, participe par ses prises de parole, ses prises de position dans l'hémicycle, hors de l'hémicycle. Ouais. J'ouvre une parenthèse puisque un certain nombre de chroniqueurs de cette presse-là reprochent au l'ancien président de la République de participer à de nombreuses émissions sur des plateaux de radio, de télévision. En réalité, ils se trompent. Le rôle du député, il est aussi effectivement, ou d'un maire important dans une commune, il est aussi effectivement de nourrir le débat public, de participer au façonnement de l'esprit public en vue, bien sûr, d'éclairer la décision. Mais il y a plus fondamental. Nous sommes dans ce que j'ai appelé avec vous, on peut le reprendre, c'est un peu notre marque de fabrique dans ces chroniques, une nouvelle quatriémisation de la Ve République. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au cœur de la Ve République reviennent des éléments constitutifs, on dirait aujourd'hui des marqueurs en sciences politiques, qui furent ceux de la Quatrième République. Si on résume, préséance, prévalence du Parlement sur le gouvernement. On le sait, à l'époque, le président de la République, c'était plutôt quelqu'un qui représentait la France à l'international. Les méchantes langues disaient il inaugurait les chrysanthèmes, un peu plus en réalité. Et par ailleurs, le gouvernement, sous l'autorité du président du Conseil, était lui-même soumis à l'approbation du Parlement, qui était donc un Parlement tout-puissant, le Palais Bourbon. On retrouve aujourd'hui ce même schéma peu ou prou. Alors on retrouve quand même peu ou prou ce même schéma. Mais justement, tous ces gens qui font procès à François Hollande de ne pas voter, ont-ils exactement compris quelle est en son essence républicaine, là nous parlons de la France, la fonction du député? Eh bien, je vais vous citer un philosophe radical qui a eu son heure de gloire, qui s'appelle Alain-Émile Chartier, sous la Troisième République, qui était donc un des théoriciens du radicalisme, de l'idéologie radicale, et dans les éléments d'une doctrine radicale, un essai, disons, de philosophie politique, il s'interroge sur le rôle du bon député. Et il écrit « Le bon député est celui qui fait travailler le ministre, non celui qui le renvoie ». Qu'est-ce qu'il faut comprendre par faire travailler? Ça veut dire celui qui exerce une sorte de contrôle. Alors, pas seulement de contrôle de constitutionnalité, mais de contrôle moral, de contrôle politique, de contrôle éthique, si l'on veut, sur les actions d'un gouvernement. Est-ce que ça ne va pas se concrétiser par le vote à certains moments, Alexis? Évidemment, je ne vous dis pas qu'il faut jamais voter, mais je pense en revanche que l'angle d'attaque des ennemis de François Hollande actuellement sur la question du vote est parfaitement réducteur. Je vous rappelle, François Hollande, alors on peut partager ou pas son optique idéologique, le problème n'est pas là, mais qui veut en gros ranimer une social-démocratie de gouvernement. Quand il insiste dans ses différentes prises de position, dans le livre aussi qui est sur l'art de gouverner, qui est le support de nombreuses prises de position, sur la laïcité, sur les congés payés, sur les retraites, sur l'abolition de la peine de mort, sur la fin des tribunaux d'exception, etc., sur la couverture maladie, son extension, etc., comme autant de combats signifiants de la gauche moderne, de la gauche démocratique moderne, que fait-il d'autre, sinon justement remplir cette fonction tribunicienne au sens large du terme, qui est celle du député. À ce titre, pardon de le dire, il n'y a pas de plaidoyer particulier pour François Hollande dans ma prise de position de ce midi, mais à ce titre,
Il fait plus, d'une certaine manière, pour le combat des idées qu'un certain nombre de députés qui, eux, se contentent de siéger de temps à autre dans l'hémicycle et d'appuyer sur le bouton pour voter. Vous voyez, avec en tête, Alexis, déjà la présidentielle 2027 qui passe a priori pour lui par une... Oui, mais alors c'est quand même... La prise du PS. Oui, enfin, la prise du PS. C'est quand même curieux, si vous voulez, qu'il n'y ait que pour un homme comme lui, et pour Nicolas Sarkozy d'ailleurs aussi, qu'on évoque le spectre d'une éventuelle obsession de 2027, alors que pour aucun autre, ça ne pose problème. Vous avez vu des gens dire « Monsieur Édouard Philippe, c'est un problème, il est obsédé par 2027 ». Vous avez vu des gens dire « Gabriel Attal, c'est un problème, il est obsédé par 2027 ». Vous avez vu des gens dire « Monsieur Wauquiez, c'est un problème, il est obsédé par 2027 ». Ou Monsieur Bardella, il est obsédé par 2027. Qui pense que c'est un problème que François Hollande non, mais pense déjà à 2027 ? Là, je fais référence aux commentaires du groupe Bolloré, notamment, qu'on a entendu, effectivement, de gens qui avaient l'air de disons, de... Il va faire le reproche ? Voilà, en tout cas de l'asticoter sur le mode. Visiblement, sa fonction dans sa circonscription, la première de Corrèze, l'intéresse moins que 2027. Mais c'est faux. Il l'a fait vivre avec l'aura qui est la sienne, qui est une aura de stature internationale en réalité. Bon, et donc effectivement, les seuls votes dans l'hémicycle pour quelqu'un comme François Hollande ne peuvent pas faire fonction d'un plein mandat. Et son plein mandat, je le répète, Steve, il est en train de le remplir. On partage ou pas ses idées, le problème n'est pas là, mais il est en train de le faire vivre en faisant vivre ce dont notre démocratie largement dévitalisée a besoin aujourd'hui, qui est précisément le combat des idées. Je vous rappelle cette phrase de Gramsci qu'aime beaucoup à citer un certain nombre de responsables publics. Les victoires politiques sont précédées par des conquêtes ou des victoires idéologiques. Cela, Hollande, à sa façon, est en train de l'illustrer. Alexis, il nous reste 1 minute 30 pour évoquer les derniers sondages, notamment, je crois, celui de Doxa Mascaré pour Public Sénat et la presse régionale. L'impopularité d'Emmanuel Macron n'a jamais atteint un tel niveau. Alors, je vais vous dire, il y a des éléments objectifs, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez raison. En gros, 87% des sympathisants Renaissance trouvent qu'il fait un bon président pour la République, mais ils sont bien seuls. Aujourd'hui, il y a seulement 41% des sympathisants LR. Et quand on va vers toutes les autres formations politiques, le Rassemblement national à l'extrême droite et toutes les gauches, évidemment, ça tombe très très bas. Donc, en gros, il fait l'insatisfaction. 75% de rejet. Voilà, presque de 8 Français sur 10. C'est beaucoup. Donc, c'est un niveau de impopularité qui est considéré par les responsables des études d'opinion comme celui qu'avait atteint le président François Mitterrand lors de son deuxième septennat en 1991, quand il était vraiment au creux de la vague, 91-93. Donc, ça ressemble. Alors, il y a des explications très différentes, mais il y en a une. Indépendamment de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, de ce qu'il ne fait pas, de ses manquements, de ses retournements, de veste, etc., etc. Vous savez, nous sommes dans un monde très dur sur le plan politique, et je ne suis pas là aussi son avocat commis d'office, mais il faut le prendre en ligne de compte. Alexis, Quand vous avez devant la France entière, quand vous projetez l'impression, à tort ou à raison, d'avoir en partie perdu la main depuis la dissolution, la nomination de Michel Barnier, qui n'est pas vraiment son ami, en tout cas pas son collaborateur direct, ça a des effets en termes de popularité. C'est-à-dire, les gens se disent, bon bah oui, mais c'est plus chez lui que ça se passe. Vous voyez, ça compte énormément dans ce petit trou d'air. Alors, je ne suis pas son conseiller, mais évidemment qu'on peut le résoudre. On en reparlera peut-être une autre fois, Alexis. En revenant sur la scène internationale. Merci à vous. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, et pardon de vous avoir coupé. Je vous en prie. Puisque c'est déjà l'heure de la pause. Bon après-midi et on vous retrouvera dès vendredi. Pardon d'avoir été trop long.